Bonjour, je me présente, je suis François Panetier, chargé d'enseignement en droit constitutionnel et action politique dans l'Institut d'enseignement privé Prépa-Sup, après avoir enseigné cette discipline dans l'Université Paris de Assas et au sein de l'Université Jean Monnet Paris-Sud. Ce qui nous a convaincus de vous proposer cette petite séance de méthodologie, c'est le nombre important d'étudiants qui, chaque année, en janvier, viennent nous voir en disant « Je ne comprends pas, je suis un bon élève, j'ai eu le baccalauréat avec mention, généralement, je réussissais en terminale mes dissertations, et là, au partiel de janvier, du premier semestre, j'ai eu 8. Alors que j'ai fait comme d'habitude, j'ai récité parfaitement le cours dispensé en amphi, en cours magistral par le professeur. Cette interrogation est légitime. La réponse est beaucoup plus claire et beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. La dissertation juridique n'est en aucun cas une récitation du cours. C'est un exercice très formalisé qui répond à des critères précis. Si ceux-ci ne sont pas respectés, l'étudiant n'aura pas la moyenne. Les connaissances n'interviennent bien plus que pour 30% de la note finale. Les autres éléments pris en compte par le correcteur sont le style juridique et surtout le fait que la dissertation est présentée comme une démonstration et non pas une récitation. En d'autres termes, les éléments de connaissance ne sont présentés que comme des arguments au profit de cette démonstration. La problématique est la différence entre une démonstration et une récitation du cours. Les autres éléments sont effectivement des connaissances précises, argumentées, éventuellement tirées de l'histoire constitutionnelle française ou étrangère, si le sujet s'y prête, mais surtout un vocabulaire juridique adapté. Prenons quelques exemples. Pour le commun des mortels, une loi stipule. Pour le juriste, elle dispose ou elle précise. C'est le traité ou le contrat qui stipule. De manière plus subtile, une décision du Conseil constitutionnel français déclare non conforme à la Constitution une disposition législative et non pas anticonstitutionnelle. Ce genre d'imprécision sera sanctionné dans une copie. Revenons au formalisme. L'introduction, par exemple, est un élément très formalisé. Le correcteur s'attend à y trouver 3 éléments obligatoires et 1 élément facultatif. Premier élément, dans cet ordre-là, l'accroche. C'est une phrase toute simple, c'est le premier contact du professeur avec la copie. Elle doit être incontestable et reprendre les mots-clés du sujet. L'idéal, si on en connaît une, c'est de donner une citation d'un auteur de doctrine ou d'un homme politique. Bien évidemment, en reprenant les mots-clés du sujet. La deuxième étape est facultative, si le sujet s'y prête, c'est de préciser les mots-clés du sujet. Ensuite, sur 2 ou 3 phrases, on développera une problématique qui montre l'intérêt du sujet et la manière de le traiter de manière non récitative. Et enfin, dernière étape obligatoire, qui est un élément très important du formalisme, l'annonce de plan. Ne pas hésiter à être très scolaire, en évitant toutefois les formules du style « nous verrons dans un premier temps » avant d'aborder dans un second temps. Ou bien « je vais envisager » ou « on va envisager ». Essayez de prendre un style impersonnel et surtout reprendre dans les intitulés suivants les mots-clés utilisés lors d'annonce de plan. Attention toutefois à ne pas commettre une erreur fréquemment commise par les étudiants de première année. On n'annonce pas à la fin de l'introduction les sous-parties du devoir. Pour cela, il y a une disposition précise qui s'appelle le chapeau, qui permet, après l'intitulé du grand 1, puis après l'intitulé du grand 2, de présenter les sous-parties. Construire le plan dans la copie est également un élément important, même si ça paraît très scolaire. Ça consiste à écrire précisément grand 1, puis l'intitulé, puis grand A et grand B et l'intitulé. Ne pas oublier 3 transitions. Une transition entre le grand A et le grand B du grand 1, une transition entre le grand 1 et le grand 2, c'est-à-dire après le grand B du grand 1, et enfin une dernière transition entre le grand A et le grand B du grand 2. Généralement, la conclusion est
facultative, c'est bien s'il y en a une, à condition qu'elle ne soit pas un résumé du devoir. Elle doit ouvrir, dans une perspective plus large, le sujet, pour faire comprendre au correcteur que nous avons précisément terminé l'étude de cette question, et que si on voulait aller plus loin, il faudrait déplacer le débat sur un autre plan.